Tendez à quoi c'est deux. Comme vous le savez, je me suis rendu à Paris avec une délégation en compagnie du ministre de l'Économie et des Finances pour participer au sommet organisé par le président Emmanuel Macron pour un nouvel pacte financier mondial. Cet événement a rassemblé plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants principaux d'organisations internationales, de nombreux ministres des Affaires étrangères, sans oublier les organisations non gouvernementales du secteur privé et de la société civile. Il y a des gens qui demandent ça nous t'a cherché dans ce sommet ça, ou bien qui ça nous pote. Il y a une raison qui fait un pays tant que Haïti doit participer en qualité de gros rencontres ça. Il y a un pile sujet qu'a fait et sur yo nous devons gagner un disons et ça qu'a discuté yo gain impact et conséquences pour tout le pays et pour compatriotes nous. Faut que sujet ça yo discuter dans le pays nous en tout malgré difficultés que nous avons. Parce que il y a trois problèmes spécifiques qui ont un impact sur le devenir nous toutes dans la réunion ça yo. Qualité sommet ça yo, c'est une occasion pour dirigeants haïtiens profiter dans un même voyage, d'un seul côté, rencontrer avec un pile l'autre pays que nous pas besoin ni temps ni l'argent pour nous visiter yo, pour nous parler avec le président yo, avec le premier ministre. C'est l'occasion tout pour nous faire connaissance avec les gens des pays, nous pas parler de yo, ici. Et constater par contre nous constater que compte très bien ça qui a passé en Haïti et montrer que yo très intéressé à ça qui a passé ici même. Et vous souhaitez que nous sortions dans mal cité ça. Mais qu'a dit nous, voir ça, c'est important en pile. Parce qu'il permet nous gagner une série de rencontres bilatérales extrêmement intéressantes. Je ne vais pas faire trop de détails aujourd'hui sur toute conversation que j'ai gagnée. Parce que il y a un sujet pour nous travailler plus sur eux pour nous joindre plus bons résultats. Il y a plusieurs signaux qui montrent nous que tous les amis pays d'Haïti comprennent le problème. Depuis nous sommes sortis Jamaïque, nous remarquons bon signal qui sortit dans l'EA. Mais, moi, je dis tout, nous avons l'autre en pile signe qui montre soutien robuste pour force de sécurité nous pas trop loin. J'ai eu un long entretien avec le président Lula du Brésil. Il avait avec lui son ministre des Affaires étrangères et ses conseillers qui connaissent bien le dossier haïtien. Le Brésil veut aider notre pays à sortir de ce mauvais pas. Il a une bonne compréhension de la situation. Il est en parfait accord avec nous sur l'urgence de rétablir la sécurité et sur le fait que toute action dans ce domaine devrait s'accompagner de programmes d'investissement importants pour éradiquer la misère et la pauvreté qui touchent des millions de nos compatriotes.
le président Lula a promis de se faire l'avocat d'Haïti auprès de tous les pays qu'il aura à visiter et de toutes les instances internationales où la voix du Brésil compte. Ce sommet a été aussi l'occasion de resserrer les liens avec nos frères d'Afrique et de constater leur connaissance de la situation qui prévaut chez nous et leur volonté de nous accompagner dans la mesure de leurs moyens. Nous avons eu des discussions intéressantes avec le président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, Azali Assoumani, ainsi que le président de la commission de l'Union africaine. Ils ont tous les deux manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait d'un rapprochement avec notre pays. La rencontre avec le président du Sénégal, Macky Sall, a été l'occasion de nous voir en personne et de renouveler les engagements déjà pris dans nos conversations téléphoniques de ces dernières semaines. Au cours de la bilatérale avec le président du Kenya, William Ruto, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer un homme direct et déterminé qui avait bien préparé notre rencontre et qui savait parfaitement en quoi son pays pouvait nous aider de manière efficiente dans le domaine de la sécurité et du renforcement de nos forces de sécurité. Il en est de même de son ministre des Affaires étrangères. Les premiers ministres du Rwanda et du Burundi ont manifesté leur intérêt et leur désir de nous accompagner. Le président Emmanuel Macron a rappelé l'engagement de la France aux côtés d'Haïti et sa volonté de continuer à travailler avec d'autres collègues pour une réponse aux demandes formulées par notre pays. Nous avons profité de notre passage à Paris pour rendre visite à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. C'est une très grande amie d'Haïti, avec qui j'avais eu de nombreuses conversations téléphoniques. Elle s'intéresse à notre pays depuis qu'elle a été ministre du Rwanda, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Elle souhaite un véritable rapprochement d'Haïti avec son pays et le Rwanda. Elle a été notre avocate auprès des pays africains. Et certains chefs d'État et de gouvernement m'ont parlé d'elle comme une ambassadrice d'Haïti. J'ai fait plusieurs autres rencontres intéressantes. Mais pour qu'on ait plus de détails. Mais, j'ai espéré, m'apka dit nous, très bientôt plus. Par ailleurs, il m'a été demandé d'intervenir au nom des pays du V20, qui sont les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques, pour clôturer un panel sur les impacts des modifications climatiques sur la santé. Le ministre de l'Économie et des Finances, de son côté, a participé à un panel sur les mécanismes de financement innovants en faveur des pays les plus vulnérables et il a fait un exposé sur la question. Moi, connais, les amis de la presse, nous te suivons tout ça qui a passé dans la Coupe Paris. Moi, comptez sur nous pour partager avec tous les compatriotes nous toute information sur le débat qui était fait à Paris. Il prend trop de temps pour me rentrer dans tout détail sur tout sujet qui était parlé. Nos problèmes de sécurité mobilisent toute notre attention, absorbent toutes nos énergies et ne nous laissent peu ou pas de temps pour nous pencher sur les grandes questions dont on parle dans les forums internationaux ou régionaux et qui nous concernent et concernent l'avenir de notre pays
et notre jeunesse. Je veux parler de la réforme des institutions financières internationales. Les structures de direction des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, datent de l'après-guerre. Le monde a évolué et elles doivent s'adapter et laisser plus de place aux pays qui n'existaient pas au moment de leur création. L'augmentation de leur capital pour leur donner les moyens d'intervenir de manière plus significative dans les pays qui en ont le plus besoin est nécessaire. L'identification de nouvelles forces de financement pour combler l'écart entre les besoins et les moyens disponibles. Remboursement dettes si pays empêcher de joindre l'argent pour financer le programme de développement de la CAI. Taux intérêt trop haut. Tout le monde est obligé d'accord. Il faut qu'il y ait un bagage qui fait pour corriger ça. Il n'est pas normal que dans notre pays, on ne parle même pas de l'initiative de Georgetown sur l'impact des aléas climatiques sur des pays qui n'ont en rien contribué au dérèglement climatique, mais qui subissent aujourd'hui les impacts. Ce document produit au niveau de la CARICOM et porté par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a retenu l'attention du monde entier depuis sa présentation à la COP28 en Égypte. Nous devons nous approprier ce texte et en faire notre cheval de bataille. C'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de la planète. Le sommet a permis un certain nombre d'engagements traduits dans le consensus de Paris pour les peuples et pour la planète. Je ne vais pas reprendre ici tout le contenu de ce document qui est disponible sur le site du sommet. J'attirerai cependant votre attention sur le fait que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars devait être bientôt atteint. Il en est de même pour la réorganisation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS. Le ministre de l'Économie et des Finances était présent à Paris. Nous devons travailler pour que notre pays puisse soumettre des projets en vue de bénéficier de ces nouvelles facilités susceptibles de renforcer notre résilience face aux catastrophes naturelles, aux tremblements de terre, aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses. Il est temps que nous sortions de notre crise politique et sécuritaire qui a trop duré. Nous n'avons plus le temps ni le droit de nous complaire dans la situation actuelle. Les chantiers qui sont devant nous sont immenses et je souhaite que tous nos compatriotes acceptent de faire tout ce qui est possible pour participer à ce grand combat national pour le relèvement de notre pays. Haïti doit renaître. Haïti renaîtra. Merci beaucoup. Andé à quoi c'est deux. Général là, ok, l'initié pour que les capables intervenus tout côté voie publique là, li obstrué, tout côté qui gagne gros pile fatra. En pile monde dit pour qui ça CNE obligé tant de gros pile fatra pour l'intervenu. Oui, faut gagne gros pile fatra pour CNE intervenu.
Parce que CNE, c'est équipement. CNE, pas gen moun appel, li pas gen moun abalé. C'est équipement que lié, c'est matériel lourd. Mais c'est côté qui gen gros pile fatra ou même CNE capable d'intervenir. Programme CNE la kala, li pas gen rien pour louer avec assainissement moun a parlé. Parce que moi pendant me chante massan là, gen pile moun qui a parlé de assainissement. Non. CNE pas vinn faire assainissement. CNE pas gen rien pour louer avec assainissement moun a parlé parce que nous connaissons en Haïti le moun yo dit assainissement qui ça yo vle di. Mais CNE pas ça lié, c'est pas ça l'a fait. CNE c'est travail, la travail. OK? Si vous regardez là, après, moun qui entoure là yo, c'est des chauffeurs, opérateurs. Et m'a profité dit moun k'ap tande là yo que CNE li pas seulement un pack équipement. CNE c'est un véritable outil qui est capable de développer Haïti. Parce que CNE c'est ingénieur, topographe, mécanicien, OK, boss maçon, féonnerie, boss peintre, tout type de technicien que ou besoin ou joindre en dedans CNE. Il y a des gens qui disent au CNE seulement ouais matériel lou, mais c'est pas ça seulement. C'est technicien qui entre dans CNE. Technicien dans presque tout domaine ou joindre dans CNE. Et je dis m'a profité de micro ça que nous offrons aujourd'hui pour moi font parler avec certains moun qui gagnent matériel CNE en dedans la cour la caillou et que à chaque fois équipe qui a responsabilité pour rapatrier, pour récupérer matériel CNE au fond intervention, yo amusé yo fait soulèvement population en face moun que me voyez à récupérer équipement. Et des fois population lui-même que yo manipulé, réaction yo contre brutale. Et m'a dit tout le monde ça yo qui gen équipement CNE la main, OK, la justice dans jour là bral river sous et a maré ou. Et m'a dit tout, quel que soit moun qui gagne compagnie, qui gagne matériel lourd dans main, qui c'est pas ou, qui c'est matériel privé ou, et que ou a essayé corrompre employé CNE ou bien employé qui dans l'autre institution dans l'État côté qui gagne garage poids lourd, lor gen matériel ou en panne, ou pensez ou ka utiliser moun sa yo pour yo al prend pièce. OK, nan matériel l'État pour yo vinn dépanner ou m'a dit ou même tout y a maré ou. Et y a maré employé qui a essayé corrompre tout. Parce que matériel l'État li acheté avec l'argent peuple là, li là pour le bail peuple à service. C'est ça que fait moins dit. Quel que soit citoyen haïtien qui voit un matériel CNE sous une propriété privée, a fait un job privé, a fait un travail privé, c'est relayer la police, marrer opérateur ou bien chauffeur, OK, et puis à le déposer dans le commissariat qui est près là. Et puis moi-même, comme directeur général, m'a fait suivi avec l'État, avec la justice. L'État a une force. OK? L'État n'a pas jamais impuissant. Je dis, si vous faites un coup d'œil dans le dôme là, ou après qui quantité de camions, l'odeur, etc., seulement dans Port-au-Prince, c'est parce que nous avons matériel pour nous intervenir pour la population. Et matériel, ça a pile là-dedans, c'est des matériels que nous-mêmes, dans CNE, nous récupérons. L'autant de m'a parlé de matériel qui dans mes moun, ce n'est pas ni un, ni deux, ni trois altérés. Je dis, CNE est capable de dire qu'il y a 10% matériel qui dans mes moun. Mais à l'époque, là, fin arrivé dans CNE, 80% matériel CNE était dans mes moun. 80% matériel CNE était dans mes particuliers.
c'est grâce avec détermination équipe CNEA qui fait jodi nous avons matériel pour nous travailler pour le peuple là et matériel ça yo c'est des matériels que nous récupérer et travail là l'a continuer et m'a dit tout le monde qui comprend ou ka utiliser matériel l'état pour faire travail personnel ou pas que personne moun maman ou papa yo terrer l'état zone lui à la lettre zone d'eau cimetière etc. Il y a un pile l'autre zone, nous pas de magie la faire, c'est pour baguette magique qui nous mène, il pas capable de tout côté à la fois et nous connaissons travail en pile, CNE a avancé au fur et à mesure, n'a touché toute zone côté nécessité à faire ça. Merci. Cité Soleil tout près ou Kingdom? Cité Soleil, oui. Dans la commune non. Siège central Cité Soleil et CNE li dans Cité Soleil. Si CNE pas intervenu dans Cité Soleil, Jean Elie jodi malgré la situation difficile, c'est pas comme ça le tape. Il tape plus mal. Il tape plus mal. C'est parce que nous toujours intervenus. C'est parce que il y a l'autre institution dans l'État à tout qui est toujours intervenu, qui fait que ok espace Cité Soleil là jodi est capable de vivre, bien monde capable vivre là-dedans. Mais cependant, problème fatra qui est en d'un pays est beaucoup plus profond ok que ça. Enlèvement pas suffit. Mais nous-mêmes CNE nous contentons à ça pour le moment. En attendant l'autre institution qui est dans l'État, qui là pour ça, fait un calcul pour voir comment ils sont capables d'arriver effectivement résoudre le problème dans le pays. Attendez à quoi c'est deux. Chargé des affaires AI au sein de l'Union européenne en Haïti, Monsieur le représentant de l'ambassade du Canada en Haïti, Monsieur le représentant de la FENAM, Monsieur le directeur des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les mairesses et maires des communes ici présents, Messieurs les chefs de file, chefs de programme de développement et chefs de projet, Mesdames, Messieurs les cadres d'institutions d'appui au développement ici présents, Mesdames, Messieurs les membres de la presse en général, Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être présent ici ce matin en tant que chef officier en charge du bureau et chargé des opérations du PNUD en Haïti pour représenter mon institution, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, en l'absence de mon représentant résident qui est actuellement dehors du pays. Je me réjouis de participer à cet événement majeur sur la fonction publique en Haïti, qui est celui de l'atelier de réflexion sur la fonction publique territoriale. L'événement d'une importance stratégique qui s'inscrit dans la mise en application de la Constitution en vigueur, qui définit Haïti comme un État unitaire et décentralisé, et en lien avec les décrets 2006 régissant le fonctionnement des collectivités territoriales. Il s'agit d'un grand saut dans la bonne direction. En effet, l'idée de l'organisation de cet atelier est géniale. La stratégie pour y parvenir est excellente. Vous êtes en train de faire bouger les lignes dans la bonne direction dans un contexte particulier comme décrit par mon prédécesseur. Vendredi dernier, en assistant à la commémoration de la Journée mondiale sur la fonction publique, je me posais la question, à savoir, quelle place accordons-nous à la fonction publique territoriale? Eh bien, aujourd'hui, je vois à l'horizon déjà des éléments de réponse à travers cet atelier.
Le processus de réflexion initié sur la réforme de la fonction publique territoriale vise du coup à déconstruire les obstacles majeurs qui entravent le réel développement et qui se veut pour objectif le bien-être généralisé. Je demeure convaincu que ces réflexions initiées font partie d'une approche holistique et intégrée dans le cadre de la bonne gouvernance que nous prônons au sein des collectivités territoriales, qui demeure le socle du développement. La réforme de l'administration publique ne peut s'arrêter car elle est valorisante. De plus, c'est une invitation aux cadres territoriaux à s'associer à l'État central et déconcentré pour créer la grande conduite de reconstruction du pays. Vous n'y êtes pas parvenu par hasard. Les discours des plaidoyers de la FENAM, de la FENAFEM, en faveur de la décentralisation effective ont atteint les oreilles attentives, qui ont capté le message et l'ont fait leur cheval de bataille. J'entrevois à travers cette démarche la volonté de ne laisser personne de côté et d'aboutir à la finalité de fournir des services équitables à tous les citoyens et citoyennes, peu importe l'endroit où ils se trouvent sur le territoire national. C'est le principe majeur aussi du plan stratégique du système des Nations Unies de ne laisser personne de côté. La stratégie BATOP adoptée comportant une démarche inclusive, participative, démocratique, à laquelle sont associées les directions départementales de la FENAM, avec l'appui d'agences de développement en vue d'informer, de discuter, de sensibiliser, est garante du succès, car elle permet de se faire des alliés pour un ralliement national autour d'une longue cause. Monsieur le Premier ministre, je me ferai porte-parole auprès du représentant résident du PNUD en Haïti pour renforcer l'alliance existante, pour que cette bataille engagée aboutisse à une grande victoire, celle d'une fonction publique standardisée, renforcée avec des cadres compétents, motivés et engagés à fournir des meilleurs services à tous les usagers. Cependant, cette réforme aura un coût. Où trouver les ressources? La mise en place de cette fonction publique standardisée nécessite, entre autres, d'importantes ressources financières. Par conséquent, le pays a besoin d'identifier de nouveaux champs d'impôts, de taxes et de redevances et à rationaliser ses dépenses. En ce sens, la réflexion sur les moyens financiers doit être aussi à l'ordre du jour afin que tous les citoyens et citoyennes puissent y contribuer. L'élargissement de l'assiette fiscale, la gestion efficace et efficiente des ressources collectées sont indispensables. De plus, les mécanismes d'audit et de reddition des comptes doivent être rendus fonctionnels à tous les niveaux. En ce sens, le PNUD continuera d'appuyer l'État haïtien pour en faire œuvre qui vaille. Nous sommes déjà à vos côtés à travers l'appui fourni dans le cadre de cette démarche par certains de nos programmes et projets tels que le projet AGLDT. Soyez rassurés que le PNUD est un allié sûr d'Haïti. Je ne saurais terminer mon allocution sans profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement du Canada qui a permis de disposer de ce bras technique et financier comme AGLDT pour continuer à appuyer l'État haïtien à travers les différents programmes et projets mis en œuvre par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Merci de faire remonter, monsieur le représentant du gouvernement du Canada, à la haute autorité au Canada.
à vous tous et toutes qui, à un titre ou à un autre, avez contribué à la réalisation de cet événement, je vous exprime au nom du représentant résident du PNUD ainsi qu'à toute l'équipe du Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, notre grande reconnaissance. Allons de l'avant et continuons d'en faire cause commune. Je vous remercie. Soit au niveau central et soit au niveau territorial. En réponse aux effets des tremblements de terre de 2010, l'Union européenne a soutenu un programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement des quartiers. Le programme s'appelle PARAC. Ce programme a permis de réaliser de nombreux projets d'aménagement au niveau du quartier de Port-au-Prince. Elle a poursuivi à partir de 2018 avec un ambitieux programme de développement urbain. Notre programme Urbaïti, doté de plus de 53 millions d'euros, est mis en œuvre à travers 13 projets portés par les institutions haïtiennes que sont le Comité interministériel d'aménagement du territoire, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, les maires de Port-au-Prince, de Caille, de Jérémy, de Dame, Marie et de Beaumont. Expertise France a ici de plusieurs autres ONG internationales et nationales sont également impliquées dans la mise en œuvre. Le développement urbain est évidemment une question transversale qui se pense et se planifie avec l'ensemble des institutions nationales et à l'échelle du pays. Néanmoins, les collectivités territoriales et locales, au premier rang desquelles les communes, sont les premiers concernés et sont ou devraient être les premiers impliqués. Pour cela, il faut que les élus locaux aient les moyens financiers, bien sûr, mais aussi les capacités, les moyens humains nécessaires à leur action de planification et de gestion de développement local. Force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si le programme Urbaïti comprend des projets gérés directement par les institutions nationales haïtiennes comme le Comité interministériel d'aménagement du territoire, le ministère des Travaux publics, ce n'est pas le cas avec les 5 mairies parties prenantes du programme qui bénéficient d'appui technique et d'autres entités pour mettre en œuvre leurs activités. Or, la raison n'est pas une défiance particulière envers les collectivités locales, mais plutôt le constat, souvent partagé par elles-mêmes, d'un défaut de capacité technique et de gestion à l'interne. L'Union européenne, à travers le programme Urbaïti, mais aussi avec le programme d'appui à la consolidation de l'État, s'est engagée à appuyer le renforcement des capacités des communes à tous les niveaux, matériels et humains. En ce qui concerne Urbaïti, cet appui est réalisé par exemple à travers le financement dans les zones d'intervention de plusieurs projets d'appui aux collectivités développées et mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur, notamment dans le domaine des finances publiques, municipales et dans la modernisation des administrations communales. Dans le cadre du programme d'appui à la consolidation de l'État, le volet sur la gouvernance locale a porté à la fois sur l'appui à la structuration de la fonction publique territoriale, sur la mobilisation des recettes fiscales au bénéfice des collectivités, ainsi que sur l'évolution du cadre de gestion. Sur le volet fonction publique territoriale, les appuis ont été proposés à la direction des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur et aux communes. En 2019, entre 2019 et 2022, avec l'appui de notre partenaire Expertise France, nous avons pu contribuer à certains produits concernant notamment la structuration du socle de la fonction publique territoriale, la mise à jour du décret de 2006 sur la fonction publique territoriale qui malheureusement reste non promulgué à cette date, l'élaboration d'un projet de référentiel des métiers en tant qu'outil opérationnel pour l'organisation de la gestion du personnel des collectivités. Le référentiel recense 28 métiers de la fonction publique territoriale. Là aussi, malheureusement, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore mis en application ce référentiel. La réalisation d'une étude de faisabilité pour l'ouverture d'un centre de formation sur la fonction publique.
Plus de 2000 agents territoriaux et le 18 000, les 2000 agents des agents territoriaux et 18 000 sont des élus locaux. Pardon. Je répète, les attributions de ces centres sont la formation des élus locaux, je m'excuse, plus de 2000 élus, et des agents territoriaux, à peu près 18 000. L'appui des autorités communales dans leur mission de gestion des emplois territoriaux, ainsi que l'appui à la gestion du statut des élus des communes et des sections communales. Malheureusement, les conclusions de cette étude aussi n'ont pas pu être encore restituées à large échelle. Et finalement, autre produit, l'étude sur le financement de la fonction publique territoriale. Cependant, la situation des collectivités locales se détériore depuis 2019. Elles n'ont plus d'élus. Il semble que les agents ont des très lourds arriérés de salaires encore aujourd'hui. Et l'amaigrissement des transferts vers les collectivités impacte fortement les maintiens de services. Nos programmes et actions d'appui ont permis aux administrations territoriales de se doter d'équipes administratives et techniques détenant les compétences nécessaires, par exemple en matière de fiscalité locale, gestion financière, urbanisme, etc. Néanmoins, tant que ne sera pas garantie la continuité des services par un personnel formé selon un curriculum officiel, standardisé, recruté au moins en partie indépendamment des aléas politiques et maintenu en poste au-delà des mandats des élus, tous les efforts de renforcement des capacités financières et mis en œuvre par l'État haïtien et ses partenaires ne donneront que des résultats partiels et provisoires. C'est pourquoi, et pour conclure, je me réjouis de la tenue de cet atelier aujourd'hui visant à compléter le processus de décentralisation en réformant le fonctionnement des collectivités locales par l'instauration à terme d'une fonction publique territoriale. L'Union européenne suivra de près et avec beaucoup d'attention l'évolution de cet important projet de réforme. Je vous remercie. Monsieur le directeur du cabinet du ministère, Monsieur le président de la Fédération nationale des maires haïtiennes et maire aussi de Carrefour, Monsieur le directeur des collectivités territoriales, Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes de l'Union européenne et du PNUD, Monsieur le président des CASEC d'Haïti, Mesdames, Messieurs en général et surtout chers maires et mairesses, collègues que je vous ai rencontrés plusieurs fois dans le territoire, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et fonctions. C'est un honneur pour le Bureau de coopération suisse d'être présent aujourd'hui dans le cadre de l'atelier national sur la fonction publique qui fait suite aux 10 ateliers départementaux réalisés conjointement avec les autorités locales et d'autres acteurs de la gouvernance à l'échelon local. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la réforme de la fonction publique territoriale, initiative saluée par la Suisse, car elle permet de contribuer au renforcement durable des collectivités territoriales en les dotant d'une structure administrative minimale, stable et formée, capable justement d'assurer la continuité des services publics de proximité et de soutenir les actions de développement portées par les communautés locales. Le programme d'appui à la gouvernance décentralisée PAGOD, financé par la Suisse, s'aligne sur ces efforts à travers des interventions ciblées au niveau des 3 départements, le Sud, Sud-Est et Grand-Anse. Il résulte d'ailleurs d'une invitation du ministère à l'accompagner au niveau du processus de mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration communale, et l'accompagnement à travers le programme PAGOD s'est manifesté au niveau central et au niveau territorial avec 11 municipalités partenaires. Par ailleurs, le programme de renforcement de la gouvernance locale de l'eau et l'assainissement REGLO, financé aussi par la Suisse, permet de mener des interventions spécifiques, toujours dans la péninsule sud,
avec une approche similaire à celle de Pagode, visant justement à rassembler les principales parties prenantes au niveau des communautés, autorités locales, sociétés civiles, dans la gestion du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Après-demain, je serai à Chardonnières, justement, inaugurer l'approche Réglo, mais aussi l'approche Pagode, et je me réjouis, dans ma dernière semaine dans le pays, d'aller vous voir, monsieur le maire de Chardonnières, mais j'espère passer aussi à Porte-Piment et aussi à Les Anglais pour vous saluer, cher maire, que vous y êtes justement là-bas après-demain. Je vous attends. Après l'atelier, bien sûr. La gouvernance locale s'inscrit dans le cadre du grand chantier de mise en place d'une fonction publique territoriale en Haïti. Et il est donc primordial de poursuivre les efforts qui visent à encadrer, réglementer les conditions d'accès, d'avancement, de perfectionnement et la stabilisation du personnel municipal afin de garantir des services de qualité aux populations locales, y compris aux plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, le Bureau de coopération suisse en Haïti salue les efforts, bien sûr, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le leadership de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et l'engagement extrême des CASEC et des ASEC sur le territoire. Bien sûr, sans oublier les maires et les mairesses. Le Bureau salue également les équipes de mise en œuvre de l'ensemble des parties prenantes aux divers programmes en lien à la gouvernance locale réunis aujourd'hui ici, et ce sera justement dans les ateliers la possibilité d'échanger avec les bonnes pratiques, mais aussi ce qui ne marche pas, entre nous, entre tous les bailleurs, mais aussi entre, surtout, les collectivités territoriales et le ministère de l'Intérieur. Les défis sont nombreux, vous le savez très bien. Cependant, la gouvernance décentralisée à travers ces diverses portes d'entrée est primordiale. C'est dans cette optique que la coopération suisse travaille conjointement avec les acteurs locaux, en les mettant au centre, au cœur de ces programmes, et s'engage en matière de formation comme moyen de renforcement des capacités locales. Les acteurs au niveau des territoires sont un véritable levier de changement. Leur responsabilisation permet de mieux accompagner les collectivités territoriales dans le processus de décentralisation et d'améliorer leur mission de service public aux citoyens. N'est-ce pas, mes chers collègues maires et mairesses, comme vous êtes chez vous, vous avez ce rôle-là, qui n'est pas facile, je le sais, mais je sais que vous êtes en train de faire un grand travail. Mesdames, Messieurs, le Bureau de coopération suisse en Haïti profite de cet atelier qui rassemble les acteurs de la gouvernance pour inviter et encourager l'ensemble des parties prenantes à poursuivre leur engagement en faveur de la gouvernance locale en Haïti et à renforcer et valoriser les approches territoriales de proximité qui permettent de travailler directement avec les populations et les institutions locales. En effet, la gouvernance décentralisée doit se cristalliser sur le terrain au niveau des départements, des communes et des sections communales, à travers des échanges continus et constants avec les populations pour s'assurer justement de comprendre leurs besoins et d'y répondre de manière conjointe. Je reste convaincu que la gouvernance au niveau des territoires reste une voie vers la construction de la paix et le progrès économique, et nos efforts, ensemble, un pas dans la bonne direction. Mesdames, Messieurs, je remercie particulièrement l'ensemble des partenaires aujourd'hui réunis ici et des organisateurs, des participantes et participants. L'organisation de cet atelier est cruciale parce que c'est une occasion pour les acteurs d'apprendre à se connaître, d'échanger et de partager afin de renforcer et coordonner les efforts au niveau de cette thématique si importante qu'est la gouvernance locale. Merci beaucoup. Monsieur le directeur des collectivités territoriales, Monsieur le président de la FENACA, Mesdames et Messieurs les présidents de la FENAM, chers collègues maires, Mesdames et Messieurs les partenaires, chers amis de la presse, la Fédération nationale des maires d'Haïti, la FENAM, tient à remercier de manière particulière le MICT d'avoir mobilisé et engagé
autant de partenaires pour réaliser cet atelier national, l'une des plus grandes réalisations pour nous depuis 1987 pour le projet politique de la décentralisation en Haïti. Parce que justement, la décentralisation va se faire avec du personnel qualifié. Et l'un des avantages que revêt cette initiative, c'est qu'elle va permettre la stabilisation du personnel local. Parce que chaque conseil municipal qui arrive à la tête des municipalités renvoie le personnel qu'il trouve en place. Et les investissements faits par les pouvoirs publics ne sont pas valorisés parce que ces personnes-là qui ont été formées, leur durée de vie ne dépasse pas le mandat de conseil municipal. L'introduction de la fonction territoriale dans le paysage administratif haïtien est une innovation majeure. 3 autres innovations ont été répertoriées par la FENAM. La loi sur le fonds de gestion du 18 août 1996 et celle sur les contributions du 20 août 1996, la charte des collectivités territoriales avec l'ensemble des décrets du 1er février 2006 constituent pour nous des avancées majeures pour la décentralisation en Haïti. Malheureusement, les périodes transitoires sont les plus prolifiques de la production de textes sur la décentralisation. Je voudrais profiter, au nom des maires de la République, au nom des collectivités territoriales en général, de cette occasion pour demander au Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, de bien vouloir tirer dans les tiroirs du MICT l'ensemble de tous les textes sur lesquels la FENAM avait travaillé avec le MICT traitant de la décentralisation. En particulier des textes sur la réforme des finances locales. Plus de 7 textes ont été préparés par le MICT, la FENAM, le MEF. Ils sont toujours dans les tiroirs. C'est une occasion idéale pour attirer l'attention du Premier ministre et du MICT en général sur la situation générale de nos collectivités. Plusieurs mois d'arrêt de salaire. L'ensemble de nos collectivités se trouve aujourd'hui dysfonctionnelles PM. Il n'y a pas de service au niveau de nos collectivités, il n'y a pas de projet en cours financé par les pouvoirs publics. Les employés de nos sections communales, de nos communes sont aux abois. On en profite pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, de faire quelque chose rapidement pour eux. La FENAM, pendant ces 5 dernières années, a mené un combat patriotique avec ses partenaires pour faire avancer la décentralisation, l'avenir d'Haïti. Beaucoup de propositions ont été faites PM. En particulier, la création d'une direction générale en charge de nos collectivités. Il y a tellement de collectivités, tellement d'élus locaux, tellement de personnel au niveau local qui n'arrivent pas à avoir les services à temps au niveau du ministère. Et la FENAM avait compris que l'élévation de la structure de gouvernance d'une direction de collectivité à une direction générale totalement dédiée aux collectivités va faciliter le travail des pouvoirs de l'État pour accompagner nos collectivités à fournir les services à leur population. Il a été aussi une préoccupation qui a été approuvée par les pouvoirs de l'État, c'est l'élévation du service de protection civile au niveau de direction générale. C'est fait aujourd'hui.
mais les rapports ne sont pas les plus intéressants. À l'approche bien plein que la saison cyclonique, la FENAM sollicite à nouveau l'intervention du PM pour que la Direction générale de la protection civile se rapproche davantage des mairies et des CASEC pour mieux appréhender les enjeux liés aux catastrophes naturelles qui menacent les fondements de nos territoires. Sur la sécurité PM, le décret 4 de la décentralisation dans le chapitre 11 traitant de la sécurité publique, il est dit que le maire est le président du conseil de sécurité municipale, assisté du juge, du commissaire de police municipale et d'autres notables. Ces structures n'ont jamais été mises en place. Et aujourd'hui, le pays connaît les moments les plus difficiles en matière de sécurité. Il est impératif PM d'associer les élus locaux, les CASEC, les maires, les délégués de ville, les ASEC, à tout processus visant à résoudre ce problème majeur qui menace encore une fois la survie de nos populations. On a salué au niveau de la FENAM l'initiative prise par le gouvernement pour réaliser un forum sur la stratégie nationale de lutte contre la violence, l'insécurité. On attend sa mise en œuvre, mais on souhaiterait aussi que les élus locaux puissent avoir une part active et aider à consolider ces acquis. Dans les pays développés, la compétence sécurité publique est une compétence reconnue à nos collectivités. Et très souvent, les maires sont interpellés lorsqu'il y a de l'insécurité, lorsqu'il y a des cas de violence. Ce n'est pas le cas pour nous. De votre rôle comme ministre de l'Intérieur, votre rôle comme Premier ministre, vous ne pouvez pas avoir assez d'informations pertinentes sur les causes profondes de l'insécurité sur nos territoires. Les CASEC, qui sont les plus proches, les ASEC de ville et les maires, doivent être les premiers interpellés sur ces questions-là. Et ceci va aider, je le crois fermement, à résoudre ce problème si on intègre davantage, on associe les élus locaux à la problématique de l'insécurité et les forcer justement à jouer leur rôle et aider à rétablir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire. S'il y a une journée nationale sur la fonction publique, la FENAM profite de cette occasion particulière pour demander au MICT et à l'OMRH de bien vouloir consacrer aussi une journée à la fonction publique territoriale chaque année sur l'ensemble du territoire. Il y a une journée pour la fonction publique en général et les enjeux liés à la décentralisation, à la fonction publique territoriale n'ont jamais été pris en compte dans l'organisation de ces journées. Voilà pourquoi la FENAM sollicite auprès des pouvoirs de l'État, du MICT en particulier, la consécration d'une journée à la commémoration de la journée de la fonction publique territoriale pour aider les élus à mieux comprendre leur rôle dans l'exercice de leurs fonctions. PM, s'il y a une innovation dans ce texte, c'est la mise à contribution du budget de l'État dans le financement de la fonction publique territoriale. Il est prévu qu'1% de la masse salariale de l'État sera alloué pour financer les efforts pour la fonction publique territoriale. Nous aimerions avoir votre engagement sur ce point et demander en Conseil des ministres d'adopter cette proposition faite par le MICT et les partenaires, les cadres du MICT, pour que ce 1% soit effectivement alloué au financement de la fonction publique territoriale. L'un des derniers points sur lesquels je voudrais attirer votre attention, le ministre, c'est la question de la gestion des déchets en Haïti. Les maires, l'ensemble des réalisations des maires, peut-être notre maire référent Wilson Jeudi,
se trouvent noyés dans des déchets sur l'ensemble du territoire. Il est impensable de croire qu'il est possible qu'il n'existe pas une seule usine d'incinération, de traitement de déchets, de valorisation de déchets sur l'ensemble du territoire. Regardez la ville de Carrefour, la ville de Port-au-Prince, la ville de Tabar, la ville de Cité-Soleil, la ville de Pétionville, la capitale de la République. On peut se demander, sans crainte de se tromper, s'il y a effectivement des maires. Mais résumer la fonction municipale à une question de ramassage et de collecte de déchets, c'est passer à côté des attributions des maires de la République. Voilà pourquoi, PM, je vous demande au nom des maires de la République de bien vouloir engager davantage le ministère de l'Environnement pour qu'il joue son rôle à côté des mairies de la République. Ça ne fait pas honneur aux maires, d'abord au CASEC, mais non plus à l'ensemble des dirigeants. Quand on a des villes aussi insalubres, des pics d'immondices qui jonchent toutes nos artères, et pratiquement on ne sent pas qu'il y a un effort au niveau des pouvoirs de l'État pour juguler ces crises. Je ne vais pas ici demander des excuses à la population. On vient seulement dire au pouvoir public que nous autres, maires de la République, nous sommes conscients de la situation et nous souhaiterions de tout cœur qu'elle change et nous sommes prêts à mettre la main dans ce processus-là. Plus de 1,8 milliard de gouttes d'arriérés de salaire pour l'ensemble de nos collectivités. La capacité financière aujourd'hui du fonds de gestion ne permet pas au MCT, au gouvernement, d'éponger la totalité de ces arriérés. La FENAM a fait une proposition, ça fait plus de 12 mois. Je la renouvelle auprès de vous, Monsieur le Premier ministre. C'est la proposition de budgétisation de la dette des collectivités. La seule planche de salut, la seule issue possible pour résoudre de manière définitive ces arriérés de salaire, c'est d'insérer dans le budget de la République pour l'exercice 2023-2024 l'ensemble des arriérés, l'ensemble des arriérés d'allocation envers les collectivités territoriales. Quand un employé ne reçoit pas son salaire, ça paye pendant 20 mois, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait au niveau de nos collectivités de l'administration. Et c'est des mérites qui dépendent totalement du MCT, mais les recettes n'ont pas augmenté. Il n'y avait pas ça comme priorité. La FENAM offre cette sortie salutaire au MCT pour que, dans le processus budgétaire visant à doter la République d'un budget à partir du 1er octobre prochain, l'ensemble des dettes liées au retard d'allocation soient budgétisées et que le ministre de l'Intérieur aura la possibilité d'éponger la totalité de ces dettes. Je voudrais enfin saluer tous les partenaires qui ont permis, sur l'ensemble des 10 départements, avec les maires de la République, la tenue de ces ateliers départementaux, mais de cet atelier national qui va prendre en compte l'ensemble de nos préoccupations et aider à faire avancer la décentralisation. Je souhaiterais de tout cœur que les élus locaux, les CASEC de ville, soient aussi partie prenante parce qu'ils sont aussi concernés. On s'est rendu compte qu'il y avait peu de participation des CASEC. J'espère que ça va être pris en compte. Merci beaucoup. Des collectivités territoriales en vos rang, grade, titre et qualité. Mesdames, Messieurs, les présidents des fédérations, des élus locaux, à vous tous, en vos rangs, titres et qualités,
chers invités. Il m'est agréable, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, d'intervenir ce matin à l'occasion de la séance d'ouverture de l'atelier sur la réforme de la fonction publique territoriale. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance locale et développement territorial, dont l'objectif vise à ce que toutes les femmes et tous les hommes des communautés urbaines et rurales du pays aient accès à des services de base décents et des moyens d'existence diversifiés, constitue le second du genre, après celui organisé en 2009 sur la fonction publique territoriale. Avec l'aide de plusieurs partenaires nationaux et internationaux présents aujourd'hui, encore, la problématique de la fonction publique territoriale avait été fortement débattue lors de ce premier atelier. Et le ministère, à travers les ministres qui se sont succédés depuis l'adoption du décret du 1er février 2006, assisté des cadres, avait pu ainsi entamer la structuration des administrations territoriales et l'amélioration de la gouvernance financière des communes et des actions de celles-ci. Mesdames, Messieurs, d'aucuns peuvent se demander pourquoi, en moins de 15 ans, on doit opérer une réforme de la fonction publique territoriale. En effet, les séismes du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021 ont indiqué la nécessité de renforcer et de structurer la fonction publique territoriale si l'on veut vraiment parvenir à une fonction publique nationale. Celle-ci étant le trait d'union entre l'administration publique et l'administration territoriale. Les tensions politiques jumelées avec la crise sécuritaire et humanitaire, la crise humanitaire liée au Covid-19 font ressortir également la nécessité d'adapter la fonction publique territoriale aux nouveaux défis. De même, l'augmentation de la population urbaine, la rareté des ressources financières et le manque de personnel qualifié et stable sont d'autant d'obstacles au bon fonctionnement d'une fonction publique territoriale efficace. Voilà un peu de mots ce qui explique la nécessité d'une réforme de la fonction publique territoriale. Mesdames, Messieurs, il convient de remercier et de féliciter tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui ont su mener à bien les 10 ateliers départementaux en vue de faire de cet atelier national un succès. Mes remerciements s'étendent aussi aux partenaires nationaux et internationaux qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la pleine réussite de l'événement du jour. J'adresse un remerciement spécial à tous les intervenants dont la qualité des présentations opportunes débouchera, je n'en doute point, sur d'intéressantes propositions susceptibles d'aboutir à une vraie réforme de la fonction publique territoriale. Mesdames, Messieurs, les thèmes retenus pour ces 2 journées de réflexion et de débat laissent augurer que les objectifs fixés en initiant la réforme de la fonction publique territoriale seront atteints. Mon gouvernement et moi, en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, mettrons tout en œuvre pour que nous puissions jouer notre partition afin que cette réforme de la fonction publique territoriale soit une réalité tangible et que notre pays connaisse enfin le développement local.
Au terme de cet atelier de 2 jours, je forme le vœu que toutes les difficultés pouvant entraver les cours de cette réforme soient identifiées et mises sur la table de discussion en vue de faire de la fonction publique territoriale la base du pouvoir local sur lequel reposera désormais le développement des communes et des sections communales. Je vous remercie pour votre attention et que vos travaux soient couronnés de succès. Attendez à quoi c'est 2. C'est vraiment un plaisir pour que nous ensemble, nous dans le tabernacle de gloire, dans Bois-Vena, et nous remercier tout le monde pour le déplacement. Nous. Merci à nous tous qui là en présentiel et merci à nous tous qui en ligne sur différentes plateformes qui suivent une grande conférence, ça, marche qui va le faire le 9 juillet à travers le monde, pas seulement en Haïti. Nous remercions le Seigneur parce que nous n'étions pas Bishop Grégory Toussaint, belle vision ça pour Haïti. Et nous connaissons en tant que chrétiens tout ça que nous avons fait. Nous commençons par la prière pour inviter le Seigneur à assister nous. Et bien, dans la minute ça, invitez-vous, s'il te plaît, faut-il camper, quel que soit le côté, nous allons prier ensemble pour que nous soyons capables de commencer avec la conférence. Mon Seigneur va bénir à travers l'intervention de ça. Nous demandons au Seigneur que sa parole nous dit, même Jean 34, verset 28, où dit-il, je suis vivant, dit l'Éternel des armées, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tandis ça dit dans la bouche, Bishop Grégory, qu'il va aller dans nos oreilles et mais on va accomplir pour la gloire de ton nom. Amen. À partir de midi pour 4 heures, chaque ça qu'on doit faire, mais toujours une vision et monde ça lui-même, il partager vision ça avec tout le monde qui va côté pour que ça capable atterrir. Nous remercions les membres de la presse qui est là ici en Haïti, qui dans l'autre pays, surtout à Miami. Eh bien, nous avons gagné chance pour que nous tendions Bishop Grégory Toussaint dans une intervention qui va expliquer la raison qui fait que nous invitons nous la matière. Au niveau musique, ce sont les gens honnêtes, les Haïtiens honnêtes à l'intérieur d'Haïti, les Haïtiens honnêtes à l'intérieur d'Haïti. Au niveau musique, nous sommes musique, ce sont les Haïtiens honnêtes à l'extérieur d'Haïti. Et tout le monde se bat ensemble. Haïti pas avancer si nous n'avons ça pas fonctionner bien. Et la c'est Haïtien qui en Haïti a capable de faire bien. Mais le bagage c'est Haïti, Haïtien à l'extérieur d'Haïti qui est capable de faire. Donc, il y a un exemple que Haïtien à l'extérieur d'Haïti, ça est capable de faire. Que Haïtien à l'intérieur d'Haïti n'a pas qu'à faire, par exemple, c'est mettre pression sur la communauté internationale. Haïti n'a pas qu'à mettre pression sur les États-Unis, on est d'accord. Haïti n'a pas qu'à mettre pression sur la France, sur le Canada. Mais par contre, Haïti pas capable, mais par contre, les Haïtiens qui vivent en diaspora capables. Haïti pas qu'à mettre pression sur les États-Unis, mais la diaspora haïtienne aux États-Unis capable de mettre une pression sur les États-Unis pour un meilleur traitement d'Haïti et une meilleure façon de gérer le dossier haïtien que à la fois à court terme et à long terme. Donc, un exemple. Donc, évidemment, nous connaissons Shekina, on peut nous habituer avec elle. Donc, Shekina, donc c'est une église et un média également. Là, nous faisons les 40 jours. Donc, par exemple, nous avons 40 jours, nous pouvons toutes données pour année ça, même qu'à baser sur les données l'année dernière. L'année dernière, nous avons 40 jours, nous avons à peu près 5 millions de monde à travers le monde qui te suivent 40 jours là. 5 millions de monde, soit monde qui gagne les services en direct ou bien monde qui gagne en différé pendant la période de temps 40 jours là. C'était à peu près 5 millions de personnes. Donc on ne va pas dire 5 millions de vues, moi je dis 5 millions de personnes. Donc cela veut dire sur YouTube ça paraît comme unique viewer. Donc cela veut dire une adresse email unique qui est connecté à ça. Donc cela veut dire qu'il y a à peu près 5 millions de différents email adresses qui étaient connectés qui t'a suivi l'événement. Maintenant, dans 5 millions de monde qui t'a suivi les 40 jours, 2 millions là-dedans, t'es aux États-Unis. 2 millions là-dedans, t'es aux États-Unis. Maintenant, ça veut dire aux États-Unis au moins ou bien 2 millions haïtiens. Donc nous seulement parler là
Moun qui t'a gardé 40 jours avec Chekina, je vais parler les autres ministères que nous gagnons dans la communauté, et je vais parler tout l'autre média que nous gagnons qui font impact, mais je vais parler simplement moun qui suivent service de prière et de jeûne. Donc, vous regardez 2 millions aux États-Unis. 2 millions aux États-Unis, selon statistiques du gouvernement américain, 61% des Haïtiens aux États-Unis sont naturalisés, soit naturalisés ou bien, Haïtiens, yo américains, donc soit par naturalisation ou bien parce que yo été fait là, yo c'est petit haïtien, mais communauté haïtienne, ça que on a parlé à peu près 2 millions, 61% là-dedans. Non, en réalité c'est naturalisé, donc 61% naturalisé. Nous-mêmes, l'homme fait sondage nous dans Chekina, nous venons à 70%. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire dans 2 millions de personnes, nous seulement parlé dans Chekina, dans 2 millions de personnes, 70% qui naturalisés, ça veut dire qu'il y a 1 400 000 Haïtiens qui sont capables de voter dans une élection présidentielle aux États-Unis. 1 400 000 Haïtiens qui sont capables de voter, au moins 1 400 000 Haïtiens qui sont capables de voter dans l'élection présidentielle. Maintenant, pour qui ça c'est important? C'est important parce que dernière fois, il y a une contestation entre Bush et Al Gore. Donc nous sommes Al Gore qui a gagné un vote populaire là. Al Gore a gagné un vote populaire là seulement avec 500 000 voix. 500 000 voix. Donc ça veut dire la communauté haïtienne, cela veut dire bon, Chekina beaucoup capable de faire basculer une élection présidentielle aux États-Unis. Pas besoin qu'on ait à même ajouter tout l'autre ministère qui est assez populaire sur les réseaux sociaux ou dans la communauté. Pas besoin tout l'autre média qui est impliqué. Donc cela veut dire, nous-mêmes, nous avons capacité dans la diaspora pour nous affecter une élection présidentielle aux États-Unis. M'a ajouté tout que selon dernières statistiques, les Haïtiens ont même voté plus que les Américains noirs dans ce pays. Donc nous sommes un peuple, nous avons pile monde qui est capable de voter et monde nous ont voté. Ou comme ça veut dire? Ça veut dire ça va nous une puissance. Liba nous voix. Donc cela veut dire nous capables d'utiliser voix ça et bien pour demander une meilleure politique étrangère par rapport à Haïti aux États-Unis. Donc ça capable de faire une grande différence. Ça c'est Haïtien dans la diaspora qui est capable de faire. Donc même janvier pour les États-Unis, c'est comme ça tout le Canada, bon diaspora qui est capable d'exercer pression, la frappe, mais en réalité nous connaissons pas là la grande solution. Réellement c'est bandit à cravate là qui est vrai bandit. Et c'est lui-même que nous avons besoin de cibler si nous voulons une solution durable dans le pays d'Haïti en matière de sécurité. Donc, loi ça, qui dans le Sénat américain et dans la Chambre des députés américains, donc, donc on travaille sur ça, qui cible ça. Et donc, troisième objectif marche là, c'est communauté haïtienne à camper derrière loi ça, pour camper derrière loi ça, pour dire, pour le passer, et bien pour être capable de gagner un souffle pour Haïti. Troisième objectif marche là, lié avec tout ça mentionné là, c'est le programme humanitaire Biden, le programme humanitaire que nous gagnons qui ouvre une porte pour des Haïtiens capables de rentrer aux États-Unis. Donc il y a un mouvement chez certains États aux États-Unis, à peu près une vingtaine d'États qui réunissent ensemble pour nous fermer le programme ça. Eh bien, de notre point de vue, il n'a pas fait sens dans le moment ça. La raison que il n'a pas fait sens dans le moment ça, c'est parce que ou gagné, c'était à peu près 2 mois de cela, le secrétaire général des Nations Unies a dit comme ça que Haïti, niveau de sécurité en Haïti, il est comparable à un pays en guerre. Hier soir, nous avons suivi une interview, un documentaire sur ABC, donc une grande chaîne de télévision aux États-Unis. ABC fait sortir une interview, c'est avant hier soir, que moi-même j'ai visionné hier soir, qui dit comme ça que pendant entre période mois de janvier à mois d'avril, il y a plus innocents qui mourent en Haïti qu'en Ukraine. Ou il y a plus civils qui mourent en Haïti en janvier et avril, il y a plus haïtiens civils qui mourent en Haïti que l'Ukraine qui gagne une guerre. Donc cela veut dire, il n'a pas fait sens dans un moment comme ça de crise humanitaire et puis pour un grand pays comme les États-Unis a fait n'importe quoi. Donc il n'a pas fait sens. Donc c'est raison ça qui fait noter
donc nous disons, dans la période de ça, c'est une période pour programme ça été ouvert. Donc ces 4 objectifs rapidement, responsabilité publique, deuxièmement mobiliser diaspora pour utiliser force que le gagnant pour le capable de mettre pression. Troisièmement, c'est camper des projets de loi donc qui ciblent gang de haut niveau en Haïti. Et quatrièmement, eh bien camper pour programme humanitaire la capacité dans période de crise. Donc ça c'est grand objectif là. M'a terminé alors une mise à jour. Donc nous lancer initiative ça il y a moins de 2 semaines. Donc réponse de la part de la communauté. Réponse de la part de la nation, que c'est en Haïti ou bien à l'extérieur d'Haïti, vraiment surprend nous, et particulièrement la communauté chrétienne surprend nous. Généralement, la communauté chrétienne n'a pas très difficile pour mobiliser sur les questions sociales, mais réponse là, est extraordinaire. Donc jusqu'à présent, ma bonne idée. Donc jusqu'à présent, il y a une mobilisation qui a fait, marche ça l'a fait dans tous 10 départements pays d'Haïti, donc en même temps, donc pendant la paléa, donc l'a fait dans tous 10 départements pays d'Haïti en même temps. Massa l'a fait dans 50 États des États-Unis en même temps, tous les 50 États des États-Unis a fait en même temps. Massa a gagné 58 pays dans le monde qui ont participé là-dedans en même temps. Massa, dans le moment que nous avons parlé, nous gagnons à peu près 750 pasteurs avec l'église qui enregistré et bien pour nous faire partie de Massa. Donc ça c'est donné que nous-mêmes nous gagnons en termes d'enregistrement, mais nous connaissons tout, il y a un pile l'autre pasteur qui va enregistrer matin. Dans mon briefing par exemple, nous avons à peu près 200 pasteurs qui ont réuni dans Gonaïve matin, donc qui va enregistrer. Donc cela veut dire nous seulement parler de pasteurs que nous avons enregistré, nous avons 750 pasteurs avec Église, donc cap marché. Nous avons à peu près 200 autres organisations, donc cap des marches là, plus une quarantaine de médias. Donc c'est à peu près 1000, au moins nous avons 1000 organisations à travers le monde qui mettent ensemble pour nous faire marcher ça. Dans le moment que nous avons parlé là, nous avons à peu près 250 000 personnes qui enregistrent pour marcher ça, encore au moins enregistré. Généralement, nous ne pas enregistré pour nos marches. Donc cela veut dire minimum, massa, nous attendons que nous avons gagné minimum 250 000 personnes. Le nous garder demande maillot que nous gagnons, nous qui enregistré et demande maillot qui fait. Donc nous avons à peu près 250 000 minimum, mais ça va étonner pour nous gagner beaucoup plus de personnes qui sortent dans la rue. Donc, moi, remercier mon Dieu pour enthousiasme que nation et d'une façon générale et particulièrement la communauté chrétienne portée à initiative ça. Je conclue avec ceci. Ça, c'est le moment, comme on dit, pour nous lever camper. Moi j'ai à peu près 35 ans de ministère, donc ça m'a fait là, j'ai 35 ans depuis ma fait. C'est peut-être nous nation, j'entendais me parler de questions politiques avant, ou bien rentrer tout dit dans la vie nationale avant de façon publique, peut-être plus près une dérivée, c'est lorsque le code pénal a été passé, et puis nous avons des questions code pénal qui étaient proposées, et nous-mêmes nous avons des objections morales par rapport à code pénal là, nous avons levé campé. Donc c'est la première fois que Mounoué dans 35 ans, on va entrer dans une question comme ça, mais c'est parce que nous senti, et pas parce que nous senti, lorsque nous a coulé, eh bien tout le monde a des responsabilités pour faire ça que nous sommes capables. Haïti pas capable couler et puis pour nous garder comme ça. C'est pas le rôle de l'Église pour assurer la sécurité des gens de la nation, c'est le rôle de l'État. Problème d'insécurité, c'est pas d'abord la responsabilité de l'Église. Il ne faut pas confondre. La responsabilité de l'Église, avant tout, c'est de préparer les gens pour l'éternité. Seul bagage que l'Église de Jésus-Christ a fait, que aucune institution dans le monde a fait, c'est préparer le monde pour aller rencontrer avec Maître et Sauveur. Ça, c'est la responsabilité première de l'Église.
Cependant, lorsque un bateau a coulé, même tout le monde obligé, eh bien, fait ça yo capable, même genre lorsque Israël a un problème, bon Dieu, il est Amos, il dit Amos, on obligé de parler, dans cause ça, parce que bataille la gâté. Il y a un théologien allemand, c'est un théologien allemand anti-nazi, lorsque Hitler a tué des juifs en Allemagne, monsieur te dit, silence devant ça qui mal, c'est lui-même qui mal. Silence devant ça qui mal, c'est lui-même qui mal. Donc cela veut dire qu'il y a quelques bagages là passé, nous pas capables, silencieux devant, donc nous encourager tous citoyens dans le pays d'Haïti, en nous camper, en nous faire partie de marche ça, en nous lever voix nous, parce que c'est nous lever voix nous, comme des gens ordinaires, que nous faisons un impact dans la société et que la société change. Merci Bishop, merci avec tout le monde qui a fait déplacement, tout journaliste et tout le monde qui t'a suivi en ligne. Nous remercions et nous rapide tout pour ça. Nous avons rendez-vous 9 juillet à midi pour le changement en Haïti. Mais à des soucis souffle Haïti.com, ou après tout le côté que Marsa a fait parce que c'est une marche internationale pour même aux États-Unis, au Canada, qui quel que soit le côté, ou à bien pas avec belle rencontre ça. Parce que où c'est haïtien, vous êtes concerné dans ce qui a passé dans le pays, dans le destiné pays. Concerné avec, même si on a commencé par la prière, nous voulons clôturer par la prière. Seigneur, nous remercions et merci pour moi que nous sommes passés dans la présence. Merci pour Bishop Grégory, merci pour Dr. Ebi, merci pour Dr. Lise qui t'a accompagné, Seigneur, sous panel là. Merci pour moi, merci à tous les journalistes qui étaient là. Merci parce que tu permets que toute bagaille est passée en bien. Seigneur, nous croyons que côté où il vision, ou déjà fait provision dans le nom de Jésus. Nous croyons ça, Seigneur, ou fait provision pour réussite, marche ça. Et nous connaissons que, Seigneur, la gloire déjà envahit le pays ça. La gloire déjà envahit la nation ça. Et nous croyons, même Jean-Bishop l'a toujours dit, et nous croyons ça, Seigneur, c'est bon, l'autre génération qui va le vivre, mais génération présente ça, nous va vivre nouvelle Haïti ça. Pour ça, fait, Seigneur, c'est pour nous croire en nous-mêmes, c'est pour nous poser action, parce que la prière va marcher sans action. Nous demandons autant, on va accompagner nous, on va sécuriser nous, on va protéger nous davantage. C'est comme ça que nous prions matin au nom de ton Fils, Jésus-Christ qui va au siècle des siècles. Amen. Attendez à quoi c'est deux. Grâce au passage.
Canal 11 salue? Je salue Canal 11 tout. Et comment fait maman Anessa? En fait, maman très belle. Très belle. La première fois que je suis venue, parce que même si elle était mon altagas, je suis sorti de travail, depuis je suis travail à 2 heures. Ouais, je ne me fais rien, même je viens là, je viens dans maman, je viens dans maman Marie. Canal 11, merci. Je vous remercie, Canal 11. Comment vous faites la Anessa? Oh, petit moi, je me lever là, dimanche, je me confirme dans la paroisse Transfiguration. Faites la tête. Participer dans la possession immaculée? Oui, oui, oui. Oh, comment ça, Anessa? Ah, Anessa, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille. Une seule bagaille pour nous force. Belle bagaille, petite moi. Bon, je vais aller embaucher pour une plus belle toujours. Canal 11, merci. D'accord, merci. Tout le monde va passer. Balancez-moi, tout le monde va passer. Tout le monde comme nos cailles. Tout le monde qui est la caille qui est malade. Levez-nous. Balancez-nous au coteau hier. Balancez-nous, balancez-nous. Le chanteur en l'air. 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 Faut placer l'idée. Ça plaît. Ça plaît. Okay. Comment vous faites maman Anessa? Oh, indescriptible comme toujours. Vous participez chaque année? Comment? Oh, chaque année, régulièrement. Hein, il n'y a pas à sortir de là. Comment ça année? Oh, plus beau qu'avant. Un message pour toutes fidèles catholiques. Comment? Un message pour toutes fidèles catholiques. Toutes fidèles catholiques, restez branchés. Restez attachés au tronc pour que la sève se répande sur les feuilles. Que le rameau puisse être toujours ouvert. Avec mon mari, pas de bataille qu'a fait. C'est courage, patience, poser. Tu fais un très beau travail. Compliment. Belle. Comment faites maman Anessa? Moi, faites la bien belle. Vous participez chaque année? Oui. Et Anessa, je fais des opérations qui étaient très dures. Je veux dire maman merci. On dit merci. Merci. Anessa, c'est ça net. Parce que depuis sous 3 jours, je senti que je joindre ça que je cherché. Vous participez chaque année? Oh, c'est caille moi, oui. C'est la caille moi, perpétuel secours. Parce que je te recevoir, le confinement, je te recevoir, c'est l'âme de promesse. Parce que je ne suis pas capable de recevoir de tout côté, mais lui-même il est toujours là pour le recevoir. D'accord. Toujours participer chaque année dans vos sessions? Chaque année, je maman. Qui a m'a parlé là? Au Canal 11, je direct. Je suis maman perpétuel secours. Lui-même a rangé pour. Vous faites l'année ça? Oh, bagaille normal. C'est le bagaille, je vais regarder moi pour vieille miracle sodo pour la déposer. Ça c'est petite fille moi, petite fille moi. Yes. OK. Oh yeah, bénédiction, toute bagaille net. Même Jean Limena, rangé pour Limena, rangé pour même bagaille. Un message pour toutes fidèles catholiques? Oh yes, toutes fidèles catholiques. Un message pour toutes. Petite maman Marie, pas jamais perdu bataille. Yes. OK, moi-même tout. Moi-même.
D à quoi c'est 2.